Test, test. Les participants, voilà, nous sommes déjà 74 participants. Énorme. Donc, non, mais normalement, on devait en avoir presque 200. Bon, j'espère qu'ils vont nous rejoindre. On est désolé, on a eu des problèmes techniques, mais bon, voilà, on a résolu le problème. C'est ça l'agilité et l'intelligence. On s'en sort toujours. Alors, bienvenue à ce webinaire sur l'impact qu'a cette crise sur les espaces de travail, tous les espaces de travail, hein, les immeubles de bureaux, les tiers-lieux et le domicile. Alors, ce webinaire est organisé par le French Design, qui est une sorte de tête chercheuse sur une tête chercheuse qui promeut la création et l'innovation dans l'ameublement et les espaces de vie. Et moi, je suis Odile Duchesne, je suis chargée de mission pour l'ameublement français, qui est l'organisation représentative de l'industrie de l'ameublement. Et je suis aussi, et c'est à ce titre que je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire, je suis aussi directrice Actineo, qui est l'Observatoire de la qualité de vie au bureau. Ce webinaire va durer 1 heure. On vous laissera quand même un quart d'heure pour les questions à la fin. Il va être enregistré, donc on pourra le revoir en replay. Alors, je vais présenter mes invités. Donc, nous avons Marie Dédoride. Bonjour Marie. Bonjour. Voilà, donc Marie, vous représentez Arthur Lloyd, conseil en immobilier d'entreprise, mais plus précisément, quelques mots sur votre mission et… Oui, alors moi, je suis responsable du département Smart Work chez Arthur Lloyd. C'est un département qui est plutôt récent, mais qui n'est qu'une évolution un peu du marché, puisque on constate que les entreprises ont besoin de plus en plus de flexibilité, de modèles hybrides pour travailler. Et donc, on a créé un département qui accompagne les entreprises, j'ai envie de dire, un peu dans les moutons à 5 pattes, tout ce qui sort du BY 369 et des modèles classiques qu'on a l'habitude de voir encore sur le marché immobilier. On en parlera d'ailleurs. Alors, Gaël Montassier, vous êtes fondateur et directeur général de Startway. Donc, pas seulement des espaces de coworking, mais entre autres des espaces de coworking. Quelques mots ? Oui, bonjour Odile, et merci de nous avoir conviés avec tous ces excellents intervenants à ce webinaire. Écoutez, Startway existe depuis 2012. Nous sommes un acteur sur le marché en fait du coworking, des tiers-lieux, et nous accompagnons un certain nombre d'entreprises dans la transformation du travail et des différents modes de travail. Et nous travaillons également avec des foncières et des gros acteurs sur le marché de l'immobilier tertiaire pour le transformer, accompagner effectivement tous ces acteurs dans la transformation. Nous connaissons bien Marie et le French Design, bien sûr, puisque nous venons puiser nos inspirations chez vous parmi l'ensemble des différents acteurs. Voilà. Gaël, merci. Il va falloir parler plus fort. J'ai eu un chat qui me disait qu'on ne vous entendait pas assez bien. Martin Sauer, donc cofondateur et dirigeant d'une jeune société, Slin. Quelques mots sur cette société ? Oui, bonjour à tous. Donc, Slin, on est une marque de meubles éco-responsables et fabriqués en France qui vise à faciliter la flexibilité du travail avec non seulement des solutions pour bien travailler à la maison, mais aussi pour rendre les espaces de travail beaucoup plus flexibles et modulaires. Très bien. Alors, avant de vous poser les premières questions, hier, je lisais un article de Business Immo qui titrait « Avis de tempête sur les bureaux ». Et puis, il y a 18 mois, donc c'était bien avant la crise, Actineo, quand nous avons publié notre baromètre 2019 avec Sociovision, on avait titré cette enquête « Travailler partout et tout le temps ou la fin des bureaux, point d'interrogation ». En fait, j'insiste là-dessus parce qu'il va être important de recontextualiser tous ces bouleversements auxquels on assiste, ces bouleversements dans les modes de travail, qu'on constate d'une façon aiguë en ce moment avec cette crise. Ils avaient déjà commencé ces bouleversements. Il y a déjà 6-8 ans. Et justement, grâce à ce baromètre Actineo qu'on publie tous les 2 ans, on avait déjà détecté ce phénomène qui était de travailler partout et tout le temps. Quelques chiffres simplement pour vous resituer tout ça. Le nomadisme.
Dans la dernière enquête 2019, effectivement, on était déjà 53% d'actifs travaillant principalement au bureau à être nomades. Voilà. Quand on posait la question, quand Sociovision posait la question, vous arrive-t-il de travailler ailleurs que dans votre entreprise? Ben oui, 53, on était 53% à travailler ailleurs que dans notre entreprise. Et quand on posait d'une façon un peu plus précise, et surtout ce 53%, on avait pris 5 points en 2 ans. Et quand on demandait aux gens, est-ce qu'il vous arrive de travailler régulièrement plusieurs fois par semaine ailleurs que dans votre entreprise, 30%. Donc 30% de nomades réguliers en France. Voilà, donc déjà, on l'avait bien pressenti ce mouvement. Sur les bureaux, la même chose. Les entreprises n'ont pas attendu cette crise en ce moment pour constater que les bureaux beaucoup de bureaux étaient à moitié vides et que c'était une réalité, ces bureaux occupés à 50%, d'où le développement du flex-office ces dernières années. Et enfin, sur le télétravail, même chose. C'est vrai que le télétravail, dans nos enquêtes, dans nos baromètres, était resté longtemps très modeste, à 15%, ça ne bougeait pas trop. Et on a vu déjà, 2017, de 15%, on est passé à 25%, et 2019, effectivement, on est monté à 29%. Voilà, donc c'était simplement des éléments de recontextualisation pour dire, oui, cette crise va sûrement amplifier certains phénomènes, mais voilà, on avait déjà eu ces mouvements, on avait vu ces mouvements se développer. Voilà. Alors, Marie, je vais commencer par vous. Donc, effectivement, on parle beaucoup ces derniers mois, au fur et à mesure que la crise s'ancre dans notre pays, d'une forte réduction à venir des mètres carrés des immeubles de bureaux, des immeubles traditionnels. Alors, rassurez-nous, Marie, le marché immobilier tertiaire bouge encore. Alors, en ce moment, il est calme. On va être. Vous parlez fort, Marie. Vous m'entendez ou pas? Allô, allô? Ouais. En ce moment, le marché tertiaire est plutôt calme. Il faut quand même être assez transparent et honnête par rapport à ça. Mais on a beaucoup de réflexions aujourd'hui avec des grands groupes, des startups, des PME sur comment est-ce que demain on va travailler et comment est-ce qu'on va consommer des mètres carrés. En tout cas, une chose est sûre, pendant le premier confinement et en sortie du premier confinement, on disait le bureau est mort, on n'a plus besoin de bureau, tout le monde va aller télétravailler, c'est fini. Bon, je caricature un petit peu, mais c'est vrai qu'il y avait ce mouvement-là qui pouvait être anticipé. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, les gens ont quand même véritablement besoin d'interaction sociale, de se rencontrer, de collaborer, d'échanger ensemble. Et le bureau, du coup, et les mètres carrés ne sont pas morts. Et on estime qu'aujourd'hui, les entreprises vont devoir continuer à travailler sur des lieux physiques, peut-être pas les mêmes qu'avant, mais il y a des vraies réflexions sur ça. Oui, on en parlera tout à l'heure. Mais vous me disiez quand même que vous voyez des transactions se faire. Et notamment, ce qui est intéressant, il y a aussi un phénomène qui peut-être se développe, c'est l'implantation d'entreprises qui vont en province. Alors, à la fois parce que je suppose que le foncier, alors pas toujours, ça dépend des métropoles, peut être moins important qu'à Paris, et aussi parce que ça répond aux aspirations peut-être des salariés. C'est un tout, en effet. Il y a eu un phénomène qu'on a observé lors du premier confinement où, en fait, beaucoup de Parisiens, de Franciliens sont partis s'expatrier, entre guillemets, pendant le confinement et ont un peu découvert les joies de la province ou redécouvert les joies de la province. Et je pense qu'un peu tous dans notre environnement, on a des gens qui ont quitté le centre de Paris pour aller en banlieue et d'autres qui ont même franchi le pas pour aller en province. Et on voit des entreprises comme Mano Mano, comme Doctolib, comme Germinal, qui aujourd'hui ont franchi le pas d'aller mettre des équipes à Bordeaux, à Nantes, voire en full télétravail, pour leur permettre de justement choisir leur lieu. Alors en effet, il y a une pression immobilière tertiaire qui est beaucoup moins forte en région, mais c'est aussi pour les collaborateurs une pression immobilière pour eux, pour leur logement personnel, qui est aussi beaucoup moins importante. Alors justement, pour rester sur ce sujet des immeubles de bureaux, est-ce que vous ne pensez pas quand même que, même si pour des raisons économiques, certaines entreprises vont quand même réduire leur mètre carré, voire déménager pour prendre plus petit, est-ce qu'on ne va pas assister surtout à une réallocation différente des mètres carrés
au sein de ces immeubles. Alors, Marie, je vous laisse parler, mais éventuellement, Gaël et Martin, vous pourrez aussi ajouter un mot là-dessus. Ce qu'on se dit, nous, chez Arthur Lloyd, c'est que cette crise sera sans doute immobilière, qu'il va y avoir des transactions puisque les entreprises vont bouger, vont revoir leur schéma directeur immobilier, vont sans doute consommer moins de mètres carrés, mais il va y avoir du mouvement pour revoir un peu tous ces modèles immobiliers et ces schémas directeurs. Donc, on pense qu'en effet, il va y avoir du mouvement sur les prochaines années. Oui, et donc qui dit mouvement dira réaménagement et Réaménagement, investissement ouais. dans l'aménagement. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'entreprises ont lancé des chantiers télétravail, nouveaux modes de travail pendant l'été. Le résultat des études commence à arriver dans bon nombre d'entre elles. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'en fait, on va peut-être diminuer toute la partie poste de travail individuel, faire du flex office, mais du bureau partagé à la journée, c'est-à-dire que je m'installe sur un bureau toute la journée, je le garde et le soir, ce bureau pourra être nettoyé pour quelqu'un d'autre le lendemain. Et par contre, on va augmenter les espaces collaboratifs puisque le bureau de demain, ce sera le bureau où on va venir rencontrer ses collègues, où on va venir partager, échanger. Et du coup, il va falloir intensifier, développer un peu plus ces espaces collaboratifs à proprement parler. Tout à fait. L'entreprise deviendra une espèce de hub où on va se retrouver surtout pour échanger, partager, créer. Alors justement, Gaël, on peut aussi imaginer des espaces de coworking au sein des immeubles de bureaux. Et d'ailleurs, il y a déjà des espaces de coworking au sein d'entreprises. Alors, en fait, le coworking, vous m'entendez bien tous? Voilà. Le coworking, c'est un mot valise. Dans coworking, on entend effectivement tous les aspects de la flexibilisation des mètres carrés au poste de travail. Voilà. Notre métier, nous, c'est d'accompagner les utilisateurs, les entreprises, mais également les foncières dans la réflexion, en fait, dans les aménagements de leurs immeubles. La plupart des immeubles ne sont pas adaptés à notre activité. Ils ont été conçus pour des mono-utilisateurs. Donc, il faut retravailler toute la partie capacitaire, la partie sécuritaire, de manière à pouvoir en faire des lieux multi-utilisateurs. Et à partir de là, reconfigurer et créer un environnement agréable pour permettre en toute sécurité et dans le respect du Code du travail de pouvoir recevoir en fait ses collaborateurs et de pouvoir privatiser des surfaces et de pouvoir affecter certaines surfaces à une partie événementielle, aux salles de réunion et de mutualiser tout cela. Et effectivement, dans ce que vous dites, Odile, vous avez tout à fait raison, les espaces de travail de demain, on ne retournera pas au travail pour travailler, on retournera au bureau, d'accord? Et au bureau, on y fera office ce sera un lieu social, ce sera un lieu où on pourra se rencontrer, échanger et faire tout ce qu'on ne peut pas faire par visio, voilà, tout simplement. Donc, et ça peut se déployer sur l'ensemble du territoire, puisque demain, effectivement, de plus en plus de Parisiens, vu la pression immobilière, décideront en fait de quitter Paris pour partir en région. C'est ce qui se fait déjà, c'est une tendance de fond qui va probablement s'accélérer. Et l'objectif, c'est de créer ces environnements de travail extrêmement agréables et très professionnels partout en France, dans l'ensemble des territoires. Voilà. Avant de passer la parole à Martin, parce qu'on va parler aussi du travail à la maison, Gaël, simplement, c'est vrai que les tiers-lieux, les espaces de coworking sont aussi une alternative jugée rassurante par les entreprises, parce que c'est une bonne alternative justement au travail à domicile, puisqu'on en parlera tout à l'heure avec Martin, mais on sait aussi que il y a des salariés qui adorent le télétravail et d'autres qui détestent ça pour X raisons. Et donc, du coup, de pouvoir travailler dans un tiers-lieu est typiquement l'alternative intelligente pour éviter effectivement que les salariés passent du temps dans les transports. Si par bonheur, ils ont la chance d'avoir des espaces de coworking et tiers-lieux pas trop loin de chez eux. Et c'est aussi une façon, vous parliez tout à l'heure de la sécurité. Il faut jamais oublier que le salarié nomade, enfin, à partir du moment où un salarié travaille, est en télétravail, il reste toujours sous la responsabilité de son entreprise en termes de sécurité et de santé au travail. Et donc, vous, les espaces de coworking, vous pouvez, de ce point de vue-là, rassurer les entreprises.
Oui, exactement. Enfin, l'ensemble de nos espaces et tous les espaces de la profession sont des espaces qui sont PMR, qui sont ERP, ERT, ERP sur certaines parties, notamment tout ce qui va être salle de réunion, ERT, c'est-à-dire établissement recevant des travailleurs, et qui vont respecter de manière très précise en fait le code du travail. L'objectif en fait, c'est nous sommes des tiers de confiance pour les utilisateurs parce que nous créons pour eux les conditions de travail requises pour bien recevoir en fait leurs collaborateurs, leur permettre de travailler dans un environnement agréable à l'œil et professionnel. Et voilà, l'objectif, c'est de repenser, enfin, d'avoir une expérience de travail différente, de pouvoir sécuriser l'ensemble des utilisateurs sur tout le territoire. Ce projet-là a été lancé en fait par Christian Livry, dont l'association s'appelle Actipol 21, au début des années, enfin vers à peu près 2010. Et il a créé en fait un label qui s'appelle le label C3 et qui valorise en fait les espaces de coworking qui respectent un certain nombre de critères très professionnels pour les entreprises. Voilà, et ce travail aujourd'hui aboutit parce que à l'époque, le télétravail, et je parle de télétravail dans des tiers-lieux, ne résonnait pas trop dans l'opinion publique, ni auprès des DRH et des entreprises. Et effectivement, l'accélération, enfin le Covid a accéléré en fait ce processus. Ce que tout le monde appelle télétravail aujourd'hui, c'est le home office, donc travailler depuis son domicile. C'est une alternative qui peut convenir à certaines personnes qui bénéficient d'un environnement de travail agréable avec un bureau privatif au sein de leur habitat. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et notamment en région parisienne ou dans les grandes métropoles. Et l'alternative, effectivement, au home office, c'est le télétravail dans des tiers-lieux. Donc, ces fameux lieux à 15 minutes ou 20 minutes maximum, en Le fait, quart d'heure. le quart d'heure Le quart d'heure. voilà, de distance du bassin de vie, du lieu d'habitation. Et ces environnements-là auront de nombreux bénéfices. Il y aura probablement aussi quelques problèmes, puisque tout n'est pas jamais parfait. L'objectif, en fait, pour les utilisateurs, ce sera de maintenir, en fait, le lien avec leurs collaborateurs, penser différemment, effectivement, la gestion des collaborateurs, le management. Voilà, les valeurs de l'entreprise devront être renforcées, beaucoup plus fortes. Ça ne pourra pas être que de la communication. Et on traitera donc les sièges sociaux des entreprises, qui sera le lieu en fait de convergence pour l'ensemble des collaborateurs, et les tiers-lieux, ces espaces de télétravail à proximité des bassins de vie, qui permettront à toutes les villes en fait de pouvoir aussi bénéficier de ce temps de présence sur leur territoire. Oui, mais C'est-à-dire Gaël, dites-moi, Gaël, j'ai l'impression que les espaces de coworking, autant il y en a en première couronne, je prends là, excusez-nous, on est encore très Paris, mais en région parisienne, autant en première couronne, on trouve pas mal d'espaces de coworking, mais dès qu'on est en deuxième couronne, en fait, là où habitent les gens, c'est là qu'il faudrait des tiers-lieux, là où habitent les gens. Et malheureusement, vous le savez bien, en région parisienne, plus ça va, plus les gens sont obligés de s'éloigner du centre de Paris. Donc, c'est là qu'il faudrait des tiers-lieux. Tout à fait. Alors en fait, soit vous êtes dans ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire dans le bon timing pour déployer cette offre. Un acteur a déployé cette offre en 2014, et en fait, il a été visionnaire trop tôt. Puisque ça n'a pas pris. Les entreprises n'étaient pas prêtes. D'accord ? Il y a toute une culture d'entreprise, il y a une transformation aussi des entreprises, des formes de management. Et les entreprises n'y étaient pas prêtes. Aujourd'hui, elles ont dû faire en urgence, et elles y seront probablement beaucoup plus prêtes demain qu'hier. Et donc, c'est nous qui devons les accompagner. Donc, on va flécher en fait des actifs immobiliers à proximité de ces bassins de vie, et puis entrer en relation avec les utilisateurs, savoir où habitent, où vivent en fait leurs collaborateurs,
et créer les conditions de travail requises pour pouvoir les recevoir dans ces fameux environnements. Voilà. Très bien. Merci Gaël. Alors Martin, justement, donc il y a ceux qui, pour plein de raisons, ne veulent pas ou ne peuvent pas travailler chez eux, et puis il y a ceux qui finalement étaient très contents de travailler chez eux. Alors vous proposez une offre de mobilier, alors d'ailleurs pas seulement pour la maison, hein, aussi pour les bureaux, mais parlez-nous de ce que vous proposez effectivement et qui répond à ces objectifs d'ergonomie, parce que c'est tellement important d'être bien installé chez soi pour travailler. On a malheureusement vu pendant la crise des situations incroyables et on a vu aussi la recrudescence des maux de dos, des TMS, etc. Alors, dites-nous ce que vous conseillez pour travailler à la maison dans de bonnes conditions. Oui, bah alors déjà, donc bonjour à tous. C'est vrai que nous, on croit beaucoup à tout ce qui a été dit par Gaël et par Marie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller vers des modèles très hybrides. C'est-à-dire que le 100% télétravail, effectivement, ne prendra pas la majorité des cas. En tout cas, les entreprises n'adoptent pas majoritairement ce modèle-là. Le 100% au bureau, effectivement, suite à ce qui vient de se passer, pareil, ne représentera pas la majorité des entreprises. Ce qui va fonctionner, c'est le bon modèle hybride et ce qui va poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais à la maison et quand je vais au bureau, pourquoi je vais au bureau, et ça crée de la valeur. Et Marie en parlait, le besoin de collaboration et donc de repenser les espaces pour qu'ils soient beaucoup plus pour qu'ils favorisent cette collaboration et ce lien social va être absolument nécessaire, parce que si c'est pour aller au bureau et travailler derrière son écran 8 heures par jour sans parler à personne, autant le faire à la maison. Alors, par rapport au télétravail, c'est vrai qu'on l'a probablement tous vécu pendant le premier confinement et peut-être même encore actuellement. On n'est pas bien installé à la maison, on faisait très peu de télétravail jusqu'à présent, donc travailler sur la table de la salle à manger ou dans le canapé une fois de temps en temps, ça allait très bien. Le problème, c'est que c'est absolument pas pérenne et il est indispensable d'avoir le bon espace pour travailler à la maison. Si on ne veut pas effectivement se casser le dos, aujourd'hui, tous les ostéos le disent, ils n'ont jamais autant travaillé que depuis le déconfinement pour uniquement des problèmes de cervicales, de lombalgie, etc. Alors, bien travailler à la maison, concrètement, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours de place à la maison. Alors, exactement. Parce que pour bien travailler, il faut une surface de travail à la bonne hauteur et il faut une chaise qui répond aux choses indispensables, c'est-à-dire des roulettes, un réglage en hauteur et un bon soutien lombaire. Ça, c'est vraiment les 3 choses qui sont indispensables. Le problème d'avoir un bureau à la maison, c'est qu'on n'a pas la place. Et le problème d'avoir une chaise de bureau à la maison, c'est la place, mais c'est aussi le design. Donc nous, aujourd'hui, moi, je suis associé avec deux designers et on a essayé de réfléchir pour réconcilier l'ergonomie de travail, le design et tout ça sans compromis envers l'environnement. Parce que je pense qu'on a beaucoup de gens du marché dans ce webinaire. On sait que le marché de l'ameublement au global génère 2 millions de tonnes de déchets chaque année en France. C'est colossal. On est allé notamment dans l'industrie domestique, beaucoup sur une industrie du meuble jetable, où on achète et on jette 2-3 mois, enfin 1 an après. Et ça, il faut absolument combattre ça. Donc pour nous, ça, c'est notre valeur, notre socle de base. Excuse-moi, c'est en train de changer. On a mis en place une éco-filière dans notre… C'est vrai, longtemps, on n'a peut-être pas été vertueux, mais on est en train de le redevenir. On est en train de le devenir. En fait, bien sûr, les filières de recyclage se développent, ça c'est hyper important, mais le vrai sujet, ce n'est pas générer de déchets. C'est la conception. C'est de penser dès le début et de créer des modèles qui sont vertueux pour éviter de créer des déchets, parce qu'il y a beaucoup de meubles qu'on ne devrait pas avoir à recycler, et je pense que ça c'est hyper important. Alors comment est-ce qu'on résout ce problème-là avec Sleen? Déjà, on a essayé de concevoir un bureau qui permet de pouvoir s'installer un poste de travail de la bonne taille uniquement quand on en a envie. Donc, on a un système de plateau de tréteau. Je vous encouragerai à aller voir notre site qui explique ça bien, qui sont en fait 2 petites consoles
qu'on peut disposer face à face et on vient juste clipser un plateau dessus, ce qui nous permet d'installer son bureau en quelques minutes. Et après, sur la chaise, l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir une chaise qui est à la fois design, mais aussi ergonomique. Et donc, on est reparti d'un modèle de Jean-Louis Irazuki qui est commercialisé par Sokoa, sur lequel on a travaillé avec eux. On a aussi travaillé avec un ostéopathe pour pouvoir la rendre la plus ergonomique possible pour être adaptée au télétravail. Et donc, Oui, je vous interromps parce que, je sais pas, vous avez dû tous qui nous écoutez faire le test. Faites le test autour de vous. Si vous dites aux gens, tiens, ton entreprise va te mettre à disposition du mobilier et du siège pour chez toi. À chaque fois, c'est « Oh non, surtout pas, je ne veux pas de siège au bureau dans mon salon ». Alors, c'est là où, d'ailleurs, il faut qu'on fasse un gros effort de pédagogie, de communication pour montrer quand même que les sièges au bureau ont évolué, se sont affinés, sont capables, comme le dit très justement Martin, d'adopter les codes de la maison. Voilà, mais c'est vrai que… Mais d'ailleurs, Odile, je rebondis. Est-ce que de façon générale, les opérateurs et agenceurs trouvent le mobilier de bureau adapté au changement? Télétravail, flex office. Est-ce que le mobilier est en retard sur ces changements ou pas? Des retours que tu peux avoir? Alors, est-ce que le mobilier est adapté? C'est ce qu'essaye de faire Celine pour avoir du mobilier adapté effectivement à ce travail à la maison, puisqu'il faut à la fois, comme le dit très justement Martin, avoir le confort, l'ergonomie du savoir-faire des fabricants siège de bureau. Du bureau, et en même temps adopter les codes de la maison, voilà, pour que l'esthétique puisse effectivement s'adapter au logement. Pour répondre à la question aussi, pour enrichir la question qui est posée par Mégane, je pense qu'il y a deux choses. Il y a être capable de concevoir des meubles de bureau adaptés à l'habitat et qui répondent à ces contraintes-là. Et aujourd'hui, le marché il y a nous, et il y a de plus en plus de gens qui vont se lancer là-dessus. Et je pense qu'aussi les fabricants y réfléchissent. À mon avis, c'est évident. Et il y a toute la logistique qui va derrière. Oui, alors c'est là où votre modèle est intéressant, parce que effectivement, expliquer que vous proposez déjà aux entreprises d'acheter ou de louer pour le compte de leurs salariés, et que vous avez cette chance de pouvoir livrer le salarié chez lui. Parce que effectivement, dans le B2B, on n'a pas cette habitude, on ne sait pas aller jusqu'au domicile du salarié. Expliquez votre modèle. Alors aujourd'hui, nous, effectivement, on a beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, sur lesquelles on leur propose d'équiper leurs collaborateurs avec deux modèles. Soit ils subventionnent l'achat, et donc au final, c'est le collaborateur qui devient propriétaire des meubles, mais avec une participation de l'entreprise, soit l'entreprise loue pour ses propres collaborateurs. Ce qui permet de pouvoir créer les bonnes conditions de travail à la maison. Mais pour être capable de créer ça, il ne faut pas juste avoir les meubles, il faut avoir toute l'infrastructure en termes de prise de commande, parce que le collaborateur doit être capable de choisir la couleur, la taille et les modèles qu'il veut, mais aussi l'infrastructure logistique. Nous, tous nos produits sont stockés en région parisienne et on travaille et on est capable de livrer, à la fois on est capable d'équiper un plateau de 50 personnes, mais aussi on est capable de livrer uniquement une chaise, un bureau plus une chaise, directement chez le collaborateur, et ça dans toute la France, voire même dans toute l'Europe. Là, on vient de déployer un client qui a des collaborateurs un peu partout en Europe. Et ça, c'est extrêmement important parce que les entreprises ne veulent pas devoir gérer de la logistique, bien évidemment, ils ne veulent pas stocker, réexpédier, etc. Et encore moins les problèmes de livraison, de risque de casse, etc. etc. Martin, on nous pose la question, quel est le coût en location par mois, par salarié? Alors aujourd'hui, on a une cinquantaine d'euros par mois et par collaborateur, qui comprend bureau plus chaise. On est aussi capable de faire des forfaits bureau seul ou chaise seule. Et c'est des forfaits qui sont tout compris. C'est-à-dire qu'on gère la maintenance, on gère
toute la logistique, la reprise, la relation client et le renouvellement au bout de 3 ans est possible. Martin, peut-être que tu peux faire un partage d'écran pour montrer le mobilier aux participants. Alors, est-ce que c'est un forfait modulable en durée ou avec un engagement de durée, Martin? Il y a un engagement de durée de 12 mois minimum. 12 mois minimum, très bien. Ouais. Est-ce que, alors justement, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas, le monde du B2B n'était pas, enfin, ne savait pas encore traiter le travail à la maison. Donc, tout le monde s'y intéresse, aussi bien le monde du B2C que le monde du B2B. Car il ne faut jamais oublier qu'effectivement, l'entreprise, et je pense que nos invités qui nous écoutent, il y a pas mal de représentants d'entreprises qui nous écoutent, l'entreprise reste toujours juridiquement et même pénalement responsable, effectivement, de la santé et de la sécurité de son salarié, où qu'il soit. Hein. C'est ce que disait Gaël quand il a un espace de coworking, mais également à domicile. Et c'est extrêmement compliqué. J'ai échangé avec beaucoup de directeurs de l'environnement du travail qui disent, ben oui, normalement, il faut qu'on s'assure que les conditions matérielles au domicile de notre salarié sont optimum pour pouvoir travailler. Ce qui pose d'ailleurs une autre question, parce qu'effectivement, il faut peut-être faire intervenir un tiers de confiance pour vérifier que ces installations sont conformes effectivement à cette obligation de résultat en termes de santé et de sécurité. Alors, Odile aussi, en plus, je pense qu'il y a ça, vous avez tout à fait raison, et il y a aussi l'expérience qu'on veut donner à notre collaborateur en télétravail. On sait qu'il y a une énergie incroyable qui a été donnée ces dernières années pour créer des espaces de travail de plus en plus agréables à vivre. Et je pense qu'il y a effectivement la responsabilité des entreprises sur la santé et sécurité, c'est une évidence, mais aussi sur l'expérience qu'on veut donner à ses collaborateurs en télétravail. Et c'est pour ça aussi que nous, on s'est associé avec un ostéopathe qui est spécialisé en ergonomie du travail, sur lequel on propose 2 services qui sont complémentaires à notre offre. Le premier, c'est un système de coaching sur mobile qui permet aux collaborateurs de dire j'ai mal au dos, j'ai mal au cervical, j'ai des maux de tête, et il va avoir des petits contenus vidéo pour justement lui donner des conseils sur la bonne posture à adopter, comment il faut bouger toutes les heures, toutes les bonnes pratiques à savoir qui vont être complémentaires au mobilier. Et en complément de ça, on propose aussi aux entreprises des sessions individuelles avec un ostéopathe ergonome pour leurs collaborateurs qui auraient soit des pathologies particulières, soit qui disent « Non, mais moi, c'est bon, je suis bien installé », sur lequel, justement, il peut y avoir l'avis d'un tiers spécialisé qui va pouvoir, justement, donner des conseils sur l'installation, voire sur les bonnes postures à adopter ou un équipement spécifique à avoir dans le cas de pathologies complexes. Oui, Martin, vous proposez non seulement l'équipement, mais le service qui va autour, et effectivement, cette pédagogie importante pour effectivement que toutes les conditions optimum soient réunies pour pouvoir bien travailler. Alors Martin, on me pose la question, qui sont les designers qui vous ont aidé à faire ce mobilier très flexible, très facile à implanter dans un petit logement et qui peut aussi disparaître, si je puis dire, facilement. Donc moi, je suis associé avec Nathanaël Desormeaux et Damien Carrette, qui ont fondé le studio Desormeaux Carrette, qui travaillent avec les grands noms du meuble depuis 8 ans, je crois maintenant. Qui ont été incubés par le VIA. Exactement. Ouais, exactement. Et c'est vrai que on s'est retrouvés de par la complémentarité de nos compétences et par notre volonté justement de mettre, de repenser un peu les espaces de travail tout en ayant un respect de l'environnement. On me pose aussi une question sur le mobilier ajustable en hauteur. Comment faire à la maison? C'est pas évident parce que d'abord il y a un problème de coût. Oui. Alors, c'est une excellente question. On travaille sur un produit avec un réglage en hauteur actuellement. Là, c'est très compliqué, lui, de le rendre modulaire et simple. Donc, c'est plutôt réservé
effectivement pour des questions de budget, mais aussi pour des questions de place aux gens qui ont des grands appartements. On réfléchit aussi à des modules complémentaires à nos produits pour pouvoir travailler debout 1 ou 2 heures par jour. Mais il y a déjà des choses qu'on peut mettre en place très facilement, c'est-à-dire que quand vous êtes en call sans la vidéo, eh ben, faites votre call en marchant, faites les 100 pas dans votre salon. Dès que vous pouvez, il faut se lever en fait, hein. Oui. C'est quelque chose qui est hyper important. Le bureau réglable en hauteur, c'est super pour ça. On espère pouvoir proposer des super solutions qui s'adaptent à tous les espaces, mais déjà, il y a plein de choses qu'on peut faire, de faire des pauses toutes les heures, de marcher, et ça fait déjà pas mal. Et dernière question pour vous, Martin, comme quoi, je suis ravie parce que le mobilier, c'est important, la preuve. On me demande aussi le coût de livraison quand vous livrez chez le collaborateur. Alors, c'est intégré à notre prix. D'accord. C'est un forfait tout compris. Nous, ce qu'on essaye aussi, c'est de faire des offres et des solutions les plus simples possibles et intégrées possibles avec le moins de coûts cachés. Pour nous, le coût d'un produit doit intégrer le coût de la livraison directement. Très bien. Et Merci, Martin. Alors, je vois… Ah non, ça va, il est encore 10, on a encore le temps. Alors, justement, moi, je voulais aussi revenir sur les tiers-lieux parce qu'on parlait tout à l'heure de ces bureaux, de ce que j'appelle les bureaux de voisinage, près de là où habitent les gens. Qu'est-ce que vous pensez de l'hôtel comme un tiers-lieu qui permettrait justement d'accueillir les gens pour travailler? Parce qu'on a bien vu pendant le confinement, alors pour des raisons liées à cette crise, puisque les hôtels malheureusement n'avaient plus de clients, se sont mis à ouvrir même leurs chambres pour que les gens puissent venir travailler. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand même l'hôtel a une couverture territoriale quand même assez importante, et notamment dans la banlieue. Et je pense que ça pourrait devenir un tiers-lieu intéressant parce que non seulement ils ont cette couverture nationale et en même temps ils ont déjà comme vous d'ailleurs Gaëlle, dans les espaces de coworking, ce sens de l'hospitality, ce sens du service. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, Alors Marie peut-être, et puis après Gaëlle, Marie. Oui, alors déjà, c'est avant le Covid, hein, on avait déjà le profil du business traveler qui utilisait les hôtels pour travailler et donc on avait déjà un certain nombre de grandes chaînes hôtelières qui avaient déjà plus ou moins aménagé les lobbies pour accueillir des business travelers pour travailler, pour recevoir des clients et autres. Donc c'était un phénomène déjà existant avant le Covid. Et après, on a un opérateur de coworking. Alors, excuse-moi, Gaëlle, je vais parler d'un de tes confrères, Wojo, qui n'est autre que une des filiales et une joint venture entre Bouygues et Accor, qui, lui, a notamment développé son modèle sur ces notions de spot, de corner présents dans les hôtels du réseau Accor. Et aujourd'hui, en France, on a la possibilité, en effet, de travailler dans des espaces de coworking Wojo qui, eux, sont plus centrales, notamment au cœur des villes. Et je reviens un peu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai qu'au démarrage aussi, les espaces de coworking se sont développés au cœur de ville aussi par rapport à la pression immobilière qui empêchait certaines entreprises de venir s'implanter dans les centres de ces villes-là à cause des loyers élevés. Donc c'est aussi pour ça que ces dernières années, on a vu un développement d'abord assez important dans les centres et notamment le centre de Paris. Et donc, eux ont déjà un réseau présent dans les centres des villes et aujourd'hui capitalisent sur les hôtels qui sont déjà présents et qui, malheureusement, en cette période de Covid, sont un peu moins utilisés par à la fois les touristes et les business travelers et qui permettent donc aux salariés de venir utiliser les lobbies, mais également les chambres d'hôtel. Et on a vu certains opérateurs d'hôtels même convertir des chambres en véritables bureaux en venant installer du mobilier et en supprimant les lits. Oui, le problème de la chambre d'hôtel, c'est le lit. Là aussi, je pense qu'il y a un beau projet pour des designers, pour les fabricants et les designers, pour imaginer effectivement une modularité encore plus grande des chambres et pouvoir faire disparaître facilement ce lit quand il est transformé en bureau, quand la chambre est transformée en bureau. Les hôtels ont amorcé
cette réflexion sur le work hospitality, ils appellent ça, en permettant en effet d'avoir un espace où vous pouvez toujours venir vous connecter à Internet, imprimer, vous isoler à un endroit pour passer des coups de fil, recevoir des clients, faire des réunions. Et c'est toute la partie events qu'on va aussi retrouver sur les espaces de coworking, notamment avec tous ces espaces de réunion à disposition. Gaël, une remarque sur l'hôtel concurrent? Il n'est pas un concurrent. En fait, nous avons besoin des hôtels. Derrière les hôtels, ce sont des exploitants, d'accord, des personnes morales qui ont des salariés, des employés et qui ont besoin effectivement, qui sont très très fortement impactés durant cette période sanitaire. Donc, en fait, ils répondent à un besoin précis et quand leur localisation permet effectivement à des personnes qui n'ont pas des conditions de travail requises chez eux, qui ne bénéficient pas de sièges ergonomiques ou de stables validés par les CHSCT, on peut considérer effectivement que c'est une offre et une alternative extrêmement précise et qui va convenir au plus grand nombre. Après, est-ce que l'avenir, si vous voulez, du télétravail ou de l'immobilier tertiaire va se fondre dans l'industrie hôtelière? Je n'y crois pas. Ponctuellement, c'est quelque chose qui répond en fait aux besoins de l'époque. Et ensuite, on retournera, quand tout sera rentré dans l'ordre, à une organisation, à un modèle économique qui est celui de la nuitée, avec le coût de la nuitée. Le modèle du coworking est différent, probablement moins rentable que l'hôtellerie, d'accord ? Puisque nous, on s'entend sur une location mensuelle du poste de travail ou d'un environnement privé. Et entre le coût à la nuitée d'une chambre et au coût mensuel d'un poste de travail, on est à peu près équivalent. Gaël, j'ai une question pour vous que nos invités posent, mais avant, je voulais bien préciser que le nom de l'entreprise de Martin, c'est Slean, S-L-E-A-N. Voilà. Je ne l'avais peut-être pas assez bien prononcé tout à l'heure. Alors, Gaël, on me pose une question sur qu'est-ce que vous prévoyez dans vos espaces pour isoler les salariés qui ont besoin de téléphoner. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lors d'une de nos enquêtes, je crois la dernière, effectivement, on avait posé la question aux salariés, et notamment ceux qui travaillaient dans des espaces de coworking, mais aussi à l'hôtellerie, dans les immeubles de bureaux, et vraiment l'acoustique est vraiment le point le plus important, que ce soit dans les immeubles de bureaux, que ce soit dans les espaces de coworking ou que ce soit chez soi. Écoutez, nous, effectivement, alors, dans les espaces de coworking, je reviens sur le mot coworking qui est un mot valise. Notre métier, nous, c'est de faire les bureaux sur mesure, plug and play pour des utilisateurs, ou bien en avance de phase, on travaille avec des foncières, des propriétaires immobiliers, et on fait des aménagements qui vont permettre un lancement de commercialisation, d'accord? Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié les futurs clients, eh bien, on crée sur mesure l'environnement de travail qui leur correspond. Et on répond à des cahiers des charges. Alors après, dans les parties qui sont pour les petites entreprises, on va avoir les startups, PME, TI, on va avoir une offre qui est une offre déjà préfabriquée. On n'est pas très satisfait effectivement de l'acoustique que peuvent, qui sont liées en fait au cloisonnement, notamment vitré. Donc, on essaye d'améliorer en permanence. Il faut savoir que la cellule recherche et développement est très importante dans notre activité puisque nous avons les clients, ce sont donc des clients qui ont un niveau d'exigence qui est normal et qui est élevé.
et nous devons pouvoir tous les satisfaire. Donc, on travaille avec le VIA et le French Design pour améliorer ces modèles. On traite même l'acoustique à travers des textiles, d'accord. Et donc, le lab du VIA est un écrin qui peut effectivement représenter enfin, ce qui se fait en France aujourd'hui à ce niveau-là. Oui, pardon, je vous interromps, Gaëlle. C'est effectivement un espace de coworking que nous avons lancé il y a un an avec Startway, qui est donc dans notre immeuble, l'immeuble de l'ameublement français. Donc avec Startway, avec ce French Design. Et malheureusement, cet espace de coworking expérimental passionnant a dû fermer et il a rouvert un tout petit peu, il a refermé à nouveau. Alors, on a réouvert comme une sorte de showroom. Oui, donc voilà. Donc j'espère que vous pourrez un jour venir voir cet espace. 2021 sera l'année de Voilà. cet espace, obligatoirement. Et effectivement, qui est passionnant parce qu'il met en avant toute un peu la recherche et développement d'un secteur d'activité qui est extrêmement énergique en France, qui est celui effectivement du design. Donc nous avons, nous, Français, quelque chose à dire. Alors, quand je dis français, c'est européen, mais au plus largement citoyens du monde, mais on a une approche qui est un peu différente quand même des autres. Et cette approche-là est intéressante. Nous, Startway, nous nous étions intéressés effectivement au mobilier assez rapidement, puisque les CHSCT, qui sont en fait les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises, d'accord, sont très regardants sur le mobilier utilisé et la qualité d'assise. Donc, assez rapidement, nous avons travaillé sur des mobiliers qui remplissent toutes les cases. Et comme effectivement, nous nous sommes posé la question avec, comme Martin, sur en fait, les déchets liés en fait à la fabrication du mobilier. Et nous avions décidé effectivement, nous ne trouvions pas en fait de mobilier adapté à notre activité en termes de taille, de gabarit et surtout de capacité à pouvoir être démonté et remonté. Je vais vous donner des adresses parce que Je le sais, Odile. c'est de ma faute, j'aurais dû vous donner des adresses de mes fabricants parce que je vous assure qu'ils bossent tous sur ce sujet de la recyclabilité. Non, sérieux. Hein. Bon, alors après, vous avez… Odile, je pense que ce sujet-là, il est aussi, parce que c'est un sujet qui me passionne maintenant depuis plusieurs mois. Je pense que ce n'est pas tant la recyclabilité, c'est finalement comment est-ce qu'on réfléchit à créer des modèles complets qui vont d'une conception qui va faciliter la réparabilité des produits, Tout à fait. qui va permettre une logistique fine pour pouvoir être capable d'acheminer seulement la pièce détachée et de pouvoir la remplacer hyper facilement. Et aussi de tout le modèle de qu'est-ce qui se passe quand le client n'a plus besoin des produits. Et c'est pour ça que nous, par exemple, ce qu'on propose à nos clients, c'est de leur racheter les produits s'ils n'en ont pas besoin. Parce que derrière, on les récupère, on les reconditionne, on récupère toutes les pièces détachées et on les fait ça. Parce que il est aussi possible que ça. C'est un superbe Je pense que c'est… Oui. Il faut réfléchir chaîne complète, en fait, maintenant. Et c'est vrai que nous, notre vision, enfin, ce qu'on voit, c'est que tout le monde met de la bonne volonté, en fait. Le client final met de la bonne volonté, les prescripteurs ont de plus en plus prennent en compte ces choses-là, et les fabricants aussi. Mais le problème, c'est que vu que c'est une chaîne qui est un petit peu fragmentée, c'est très difficile finalement de ça, et on sait le nombre d'open space qui finissent à la benne. Alors non, plus maintenant, puisque effectivement, il y a une obligation en France. Hein, ce sont des éco-organismes qui ont été créés. Et justement, là, je tiens à le dire, l'industrie de l'ameublement est extrêmement vertueuse, puisqu'elle a créé deux éco-organismes, et l'un pour le B2B qui s'appelle Valélia, et qui va chercher les mobiliers dans les entreprises pour, alors, soit effectivement qu'ils puissent continuer une deuxième vie,
puisqu'il n'y a pas que la recyclabilité, il y a effectivement la seconde vie du produit. Et vous savez qu'on travaille énormément sur le upcycling. Effectivement, il y a beaucoup de projets de R&D menés par cet éco-organisme Valdelia pour effectivement donner une seconde vie au produit, développer le upcycling. Mais effectivement, tous les modèles sont bons à prendre et le vôtre est fantastique. Mais je ne suis pas en train de vendre mon non, mais modèle. c'est Nous, on essaye bravo. d'amener des choses là-dessus et je ne suis pas du tout en train de dire qu'on a la solution parfaite. Non, mais c'est une solution. Et c'est sûr que si on compare le marché aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est vrai que le travail de Valdelia, d'Ecomobilier, etc., c'est super. Mais je pense qu'il faut qu'on continue d'aller plus loin en intégrant de plus en plus chaque bout de la chaîne pour notamment éviter qu'il y ait des déchets. Et je pense que c'est ce qu'on voit dans la mode. Le problème dans la mode, ce n'est pas de la recyclabilité des produits. Le problème, c'est qu'on produit beaucoup trop par rapport aux besoins. Et je pense qu'on peut aller plus loin dans le marché de l'ameublement là-dessus. Vous savez qu'il y a aussi la fameuse loi économie circulaire qui va nous pousser, qui va nous contraindre un peu à aller vers ça. Donc, non, mais c'est un sujet majeur, vous avez raison, c'est un des grands enjeux de nos professions. Alors, je vois, il nous reste encore 10 petites minutes. Alors, il y avait encore une question. Comment... Alors oui, quelqu'un me dit que j'aménage les espaces de travail des PME. Il est toujours difficile de trouver des solutions pour le vieux mobilier. Ben non, vous tapez valdelia.com et vous trouverez une solution pour récupérer le vieux mobilier. Comment faire pour ne pas casser la chaîne en période de pandémie? La chaîne de... je ne comprends pas très bien la question. Voilà, peut-être Bénédicte, tu peux réexpliquer la chaîne, ce que tu veux dire par là. Alors oui, on me parle aussi de différences de coûts d'abonnement entre les différents opérateurs, Startwave, Ojo. C'est la vie des entreprises, non Gaël? Oui, alors nous, on a démarré tôt. On a créé un peu les prix du marché avec d'autres acteurs, du plug and play. Voilà. Et donc, ces prix-là sont un peu difficiles aujourd'hui, effectivement, à challenger. Donc, quand le marché immobilier à Paris a atteint des sommets juste avant le Covid, on était sur des valeurs dans les grands quartiers, quartier central des affaires qui avoisinaient les 900 ou euros du mètre carré annuel. Et effectivement, là, quand vous avez des gros investissements travaux à faire et du beau mobilier, eh bien, effectivement, le prix de l'abonnement sera proportionnel puisque l'entreprise doit gagner de l'argent, tenter d'être bénéficiaire. Donc voilà, donc c'est ce qui explique les différences de prix d'abonnement. Et même chez un même opérateur, on va retrouver aujourd'hui des prix différents, en effet, comme dit Gaël, puisque ces prix sont faits avant tout sur le prix du mètre carré que l'opérateur de coworking va payer, lui, au final, puisque c'est lui qui portera le risque du bail. Donc nous, chez Startway, nous sommes mass market. Nous essayons d'être au bon prix. Voilà, donc c'est pas simple. Merci. Alors, autre question toujours sur la récupération du mobilier. Effectivement, nous citions Valdelia, d'ailleurs, c'est .org, pardon, et non pas... mais je vois que Laetitia Fritz a donné le lien sur le chat. On me disait aussi, mais j'ai des clients qui ne veulent pas forcément le donner à une écofilière, qui veulent le donner à des associations. Mais passer par Valdelia, parce que Valdelia a passé des contrats avec toute l'économie sociale et solidaire, type Emmaüs, etc. Donc, il n'y a aucun souci. Le mobilier peut aussi aller vers une entreprise sociale et solidaire. Justement, ce dispositif des écofilières est extrêmement complète pour pouvoir voilà, ou recycler ou donner une seconde vie, et notamment en passant par les entreprises sociales et solidaires. Alors, Bénédicte, c'est la chaîne de livraison, tu me dis, avec la pandémie, la chaîne de livraison. J'ai l'impression qu'elle est moins touchée que lors du premier confinement, puisqu'effectivement, la logistique continue. Enfin, sachez qu'aujourd'hui, à part
des établissements qui sont visés particulièrement, enfin, spécifiquement par un décret, la vie économique continue et le transport continue et la logistique continue. Non, Je confirme, pendant le premier confinement, il y a eu des enjeux parce qu'il y avait beaucoup de livreurs, notamment, qui avaient les enfants à la maison, donc ils ne pouvaient pas travailler. Voilà. Et là, par les écoles qui sont ouvertes, là, les livraisons fonctionnent même mieux que d'habitude parce qu'il y a beaucoup moins de trafic, notamment en région parisienne. Donc, c'est même beaucoup, beaucoup plus efficace que d'habitude. Tout à fait. Très bien. Écoutez, je pense, alors il y a encore d'autres questions, mais bon, je pense qu'il est 28 maintenant. Alors, voilà, en finale, j'aimerais que vous repreniez tous la question. Donc, on voit bien finalement avec toutes vos expériences et vos remarques, finalement, on s'achemine vers ce que Martin appelait le triptyque, hein, une espèce d'équilibre. Finalement, on va travailler... on continuera à travailler dans des bureaux, mais on n'y fera pas la même chose. On va travailler plus que jamais dans des espaces de coworking ou dans des tiers-lieux, d'une façon générale. Et puis, bien sûr, à la maison, grâce à des solutions comme celles que nous propose Céline. Marie, un mot de la fin ? Oui, alors moi, je constate que ce confinement aura un peu changé nos habitudes de travail. Avant, on allait au bureau par automatisme un peu. Et maintenant, je trouve qu'on y va parce qu'on a besoin d'y aller, on a besoin de voir quelqu'un, on a besoin de partager, on a besoin d'avoir un peu d'échange et de connexion sociale. Et la notion d'automatisme n'est plus automatique, je trouve. Très bien. Gaëlle ? Nous accompagnons les transformations. Donc, nous serons là pour les entreprises qui souhaiteront effectivement repenser leur environnement de travail. Nous serons là pour les foncières qui voudront repenser leur stratégie immobilière. Et voilà, nous serons au plus près en fait des utilisateurs, des clients et pour travailler avec les designers français et les fabricants de mobilier français pour pouvoir créer des environnements agréables à l'œil et vertueux du point de vue, on va dire, écologique et social. Voilà. Parfait. Merci. Martin ? Non, moi, je trouve que c'est une période passionnante, hein. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont bougé. Moi, j'essaie de repenser un petit peu à est-ce que le monde du travail a déjà vécu une transformation aussi profonde, aussi vite, et je n'ai pas réussi à trouver d'autres événements qui font que finalement, il y a moins d'un an, le sujet du télétravail et de la flexibilité du travail, on en parlait beaucoup, mais finalement, ce n'était pas une réalité complète. Là, ça l'est complètement et on voit que c'est en train de s'inscrire dans la durée vu les accords de télétravail qui sont en train d'être signés. Et je trouve que voilà, on n'est vraiment pas du tout au bout du chemin. Je pense c'est le tout début de l'histoire. Il y a énormément de choses à inventer de par l'aspect des espaces de travail, du mobilier. Et je pense qu'il y a un énorme sujet aussi, et on en parlait avec Odile, ça ferait lieu d'une nouvelle conférence, Oui. c'est le sujet du management et du leadership. Tout à Comment fait. est-ce qu'on manage des équipes en ayant cette logique à distance, alors pas forcément à 100%, mais en tout cas, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas son équipe sous la main en permanence ou son collègue sous la main. Et je pense que là, il y a aussi des énormes sujets qui vont venir pour le futur et qui, à mes yeux, sont aussi tout aussi passionnantes. Voilà. Oui, alors nous aurons d'autres webinaires. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 19 novembre pour un webinaire sur justement pendant ce qui devait être la semaine d'équipe hôtel, et on fera un webinaire sur justement l'hôtel et le travail. Donc, je vous donnerai rendez-vous le 19. Et comme dit aussi Martin, je pense qu'on fera un autre webinaire en insistant beaucoup plus sur ces aspects management. Et surtout, je voulais vous annoncer qu'en 2021, nous allons publier en début d'année une enquête internationale. C'est Actinio qui va interroger
Grâce à Sociovision, on va interroger des salariés de 5 grandes métropoles, Londres, Amsterdam, San Francisco, Singapour, Paris. Et ça sera passionnant parce qu'effectivement, l'enquête terrain va être faite là en fin d'année. Donc, on aura une vision enrichie de cette expérience des confinements qui se sont tenus un peu partout et de l'explosion du télétravail. Donc, on vous donnera rendez-vous avec Maison Objet, Sociovision et Colliers fin janvier pour cette nouvelle enquête Actineo. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à Mégane qui a travaillé dur pour Merci que à ce tous. puisse se faire. Et puis, formidable. On s'est vu et on s'est entendu. Donc, bravo et merci Mégane. Merci Marie, merci Gaëlle, merci Martin. Et puis merci à vous tous qui nous avez écoutés et à bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci. Et je tiens juste à vous dire que la conférence a été enregistrée, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous voulez le replay. Parfait. Voilà. Très bien. Merci à vous toutes. Merci. Bonne journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Au Prenez revoir. soin de vous. Prenez soin de vous. Important. D'accord. Bon, Martin, si vous voulez rencontrer des fabricants français, mais vous avez déjà travaillé avec Socoa? Ouais, on travaille avec Socoa, on travaille avec